Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Ilana Weisman est sociologue, activiste féministe et la maman d'un petit garçon de 3 ans. Un mot revient souvent quand on décrit l'allaitement, c'est l'ambivalence. On pourrait couper en deux les 8 mois d'allaitement d'Ilana. Un début tout en douceur, du bonheur, une évidence, la fusion, et une fin nettement moins rose, jusqu'à un sevrage libérateur. Elle s'était fait toute une idée de ce que serait sa maternité, son postpartum et l'allaitement, parce que ça la fascinait. Elle allait allaiter, c'est sûr, car sans cela, sa maternité aurait été tronquée. Et elle a tout donné à son bébé, et pour son bébé, jusqu'à s'oublier. Alors à quel moment ce qu'on a projeté est-il notre réalité ? Comment savoir ce qui nous convient vraiment et par extension ce qui convient à notre enfant ? Le lait maternel est certes le meilleur pour un nourrisson, mais sans remettre ça en cause. Comment composer avec donner le meilleur à son enfant quand notre corps et notre esprit ne nous suivent plus ? Son témoignage se veut déculpabilisant et teinté de jolies nuances qui vous feront comprendre que quels que soient vos choix, vous faites toujours le meilleur pour vous et pour vos bébés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Ilana, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Ilana, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien me dire sûr. qui tu es, qui sont tes enfants ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Ilana Weisman. Je suis sociologue, étudiante au doctorat en sociologie et autrice depuis peu et activiste féministe. J'ai un petit garçon, j'ai un enfant pour l'instant un seul et il se peut que ça en reste là tellement je trouve ça compliqué. Donc j'ai un petit garçon qui va avoir 3 ans. Donc D'accord. voilà, un enfant. C'est un petit garçon que tu as allaité pour que tu répondes aujourd'hui aux Ouais. questions de Milkshaker. Ouais. Raconte-nous. Qu'est-ce que tu t'étais dit avant d'allaiter ? Est-ce que c'était un projet pour toi, un truc important ? Quelque chose que tu t'étais dit, pourquoi pas ? Alors moi, faut savoir que j'ai une fascination pour l'allaitement depuis que je suis petite fille. J'ai vraiment en fait, et je ne sais pas exactement d'où ça vient parce qu'en fait ma mère ne m'a pas allaitée, n'a pas allaité mes frères. Ça vient pas de ma mère, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette espèce de fantasme de l'allaitement et de la grossesse. C'était deux choses qui me faisaient vraiment fantasmer étant très très jeune. J'ai des souvenirs de fascination quand je voyais des femmes allaiter, des souvenirs hyper vifs. Même je me rappelle une fois, j'avais peut-être 9-10 ans et je sortais de l'école et j'ai vu une maman allaiter et je me suis approchée. J'ai vraiment ce souvenir-là super vif et c'est quelque chose qui m'hypnotisait quasiment. Donc vraiment pour moi l'allaitement c'était un passage obligatoire. Quand je pensais à la maternité, je pensais nécessairement à l'allaitement. Pour moi, ne pas allaiter, c'était comme si, ma maternité aurait été tronquée. En tout cas, c'est la façon dont je voyais les choses avant de tomber enceinte et avant d'allaiter. D'accord, alors que ton entourage n'était pas du tout allaitant. C'était vraiment un truc qui te fascinait enfant. Ouais, et adolescente et jeune femme, à chaque fois que je m'imaginais être mère, je m'imaginais vraiment de façon hyper claire l'allaitement, j'imaginais la fusion avec le bébé, cette espèce de codépendance, c'est vraiment quelque chose qui me faisait triper, faut dire ce qui est. Et vraiment, c'était assez fou en fait. Et puis quand mon petit garçon est né, c'était évident que peut-être que j'allais l'allaiter. Puis ça s'est pas passé de façon hyper complexe. En réalité, il y a eu quelques petits accros, mais rien de très méchant. J'ai eu par exemple un téton en silicone parce que mes tétons ne sortaient pas assez pour qu'il attrape bien mon sein. Ok. J'ai eu des écorchures, les tétons gercés. Je suis passée par les crèmes, etc. Mais la mise en place de l'allaitement a été assez fluide en réalité.
par D'accord, c'est des rapport choses à... qui sont vite parties d'elles-mêmes. Tu as pu enlever ces fameux bouts de sein et ne plus avoir mal assez rapidement. Alors d'elle-même, pas tout à fait. Il a fallu quand même que je voie 2 conseillères en allaitement, enfin en lactation, parce que même au tout départ à la maternité, je comprenais même pas pourquoi mon fils hurlait. Pour moi, il mangeait, il tétait, il prenait mon sein, j'avais l'impression qu'il mangeait, mais personne n'était venu me voir en me disant, attends, je vais regarder comment il attrape le sein, est-ce qu'il y a vraiment du lait qui sort, c'est des choses qui sont pas du tout évidentes pour un premier enfant. Bien sûr. Et en fait, il était à mon sein, mais il buvait pas. Et je comprenais pas qu'il buvait pas. Et ensuite, bon, il y a tout le truc, on m'a mis un peu de lait, le colostrum dans la cuillère, lui donner la petite cuillère, etc. Donc il y a eu des petites adaptations, des petites mises en place particulières au début, mais après, c'est vrai qu'au bout de, je pense, 2 semaines, c'était vraiment hyper fluide, quoi. J'allaitais partout, j'allaitais tout le temps, j'avais aucun problème. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'hyper naturel. Ces 2 consultantes en lactation que tu as rencontrées, finalement, ont réglé les petits bobos de démarrage et ensuite, c'était parti pour une aventure sereine. Ouais, ouais, en tout cas sur une mise en place qui fonctionnait sur le plan mécanique. Ok. Ouais. Une fois que c'était en route, tu as trouvé ça comment, l'allaitement? Alors, en fait, il y a quelque chose. Les premiers temps de l'allaitement, j'ai adoré ça. J'ai vraiment, je trouve que c'est une super transition entre le moment de la grossesse où voilà, on a le bébé bien au chaud dans le ventre et puis il sort, il est complètement exposé à absolument tout et donc ce lien-là corporel, puis c'était un moment hyper fort pour moi. Je me sentais vraiment en fusion avec le petit et c'était des moments super tendres. J'arrêtais pas de le regarder. Enfin, c'était vraiment un moment super fort entre nous. Et j'ai adoré ça, on va dire, je pense, 3, 4 mois, j'ai adoré ça, mais vraiment, c'était un truc, enfin, ça correspondait exactement à ce que j'imaginais. C'était super puissant. Et puis, au fur et à mesure, je pense que c'est quand ma dépression postpartum s'est installée un petit peu dans le temps et ça a vraiment culminé quand il a eu à peu près 7, 8 mois. Et c'était très concomitant avec l'allaitement, en fait, et ma perception de l'allaitement. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que je prenais de moins en moins de plaisir à l'allaiter. Et je te parle de ça, c'est vraiment sur des semaines et des mois, hein. Ça s'est fait petit à petit. Ouais, Et ça s'est installé tout doucement. T'as pas vraiment vu le truc venir. Tu t'es pas dit un matin, tiens, j'en ai ras le bol. non, 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 c'était vraiment au fur et à mesure où maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte que plus ça allait et moi je le regardais, par exemple, quand il mangeait, alors qu'avant c'était un moment où on était super connectés, il me regardait, je le regardais, j'appréciais le moment. Et je me rendais compte qu'en fait, le plaisir n'était plus là pour moi je pense autour de ces 6 mois à peu près, j'ai poursuivi l'allaitement exclusif parce que c'était de l'allaitement sans complément de lait en poudre ou quoi que ce soit, jusqu'à ces 8 mois. Mais j'ai vécu, je pense, 2, 3 mois où je me suis forcée à l'allaiter. Je me D'accord. suis, Pourquoi tu t'es forcée? ben, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'était je crois, une espèce d'envie de performance où j'avais, avant d'être enceinte, au début de ma grossesse plutôt, j'étais dans beaucoup de groupes de maternage proximal, de cododo, allaitement longue durée, où l'enfant choisit quand Mhm. est-ce enfin, on appelle ça le sevrage, je sais plus comment ça s'appelle, Naturel. sevrage naturel. Ouais. Euh, enfin, tous ces groupes de maternage intensif, etc. Et je m'étais en fait avant même de vivre la chose, c'est ça qui est un peu idiot au final, c'est qu'avant même de vivre la chose et de voir comment j'allais ressentir la chose, je me suis imaginé quelle mère je serais, quelle mère allaitante je serais ou pas, enfin qu'est-ce que j'allais faire en fait avec cet enfant-là. En amont, j'avais ma petite fiche, alors check, 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 et je me disais que j'allais l'allaiter exclusivement. Alors j'imaginais pas forcément l'allaiter pendant 1, 2 ou 3 ans, j'avais pas vraiment d'idée de combien de temps allait durer l'allaitement, mais je savais que je voulais qu'il soit long et exclusif, à tel point que je me rappelle quand ma mère ou parfois ma belle-mère, enfin les trucs un peu intrusifs, mais qui me disaient ben, peut-être que là, pour te reposer, tu devrais laisser ton mari lui donner un biberon de lait en poudre la nuit, ou bien tirer ton lait, ou bien ça, ça, ça. Et je voulais pas, j'avais l'impression quasiment que si je lui donnais un biberon de lait en poudre, j'allais l'empoisonner. C'était vraiment un truc, c'était le diable, je ne voulais absolument pas lui en donner. Alors Mhm. qu'avec du recul, j'aurais très bien pu, pour me soulager une fois de temps en temps, ou pour aller boire un verre de vin avec mes copines, voilà, qu'il y ait un biberon Bien sûr. d'autres choses. Et c'est un truc que je me suis interdit, mais j'étais vraiment très très dure avec moi en fait. J'étais super dure avec moi. Je me suis mis des espèces d'exigences comme ça, de performance, et je me suis pas écoutée. C'est un peu ce truc de. Alors, je dis pas que le maternage proximal, etc., c'est quelque chose de forcément négatif. C'est génial quand la mère
prend son plaisir et se sent épanouie là-dedans, mais il y a un peu aussi cette tendance à oublier que la mère est aussi un individu à part entière avec des besoins aussi à elle, et le sacrifice en fait, et ne plus s'écouter, ne plus écouter ses besoins, ne plus écouter ce dont on a envie pour faire passer les besoins, en tout cas imaginés, idéalisés du bébé avant soi, ça peut être hyper délétère et hyper toxique, même sur la relation entre la mère et l'enfant, parce que j'ai des souvenirs vraiment où je l'allaitais sur la faim et j'avais des envies de le pousser de mon sein. Vraiment, je voulais que ça s'arrête, quoi. J'étais là, mais quand est-ce qu'il va terminer cette tétée? J'en peux plus. C'était un truc comme il me volait mon corps. C'était assez fort comme émotion. C'était négatif et c'était très désagréable. Ouais, tu voulais que ça s'arrête. Enfin, en tout cas, ton corps te disait qu'il fallait que ça s'arrête, mais ta tête, elle te disait continue. Ouais, c'est le mieux pour lui. C'est cette phrase. C'est le mieux pour lui, donc je vais continuer à le faire, peu importe ce que je ressens. Et c'est vrai que à ce moment-là, t'étais pas capable de te dire est-ce que le mieux pour lui, c'est pas aussi le mieux pour moi? incapable, incapable. C'est-à-dire que le mieux pour lui, c'était le mieux pour lui. Moi, j'existe plus. Je suis vraiment. On devient une espèce de vaisseau. Enfin, tout depuis qu'il est né. Enfin, en tout cas, dans la première année, c'est un bébé qui est assez costaud. Enfin, il est né à 4,2 kg et puis il a toujours été dans les percentiles assez élevés et je l'ai toujours bercé, je l'ai toujours endormi. Je l'ai jamais laissé pleurer une seconde et vraiment, je me suis débloqué l'épaule. À un moment, je me suis déboîté l'épaule. Et je suis même pas allée voir un professionnel de santé, c'est-à-dire que vraiment mon corps, je ne l'écoutais plus du tout en fait, ces douleurs, ces souffrances, c'était que, enfin voilà, tout pour mon enfant, peu importe moi si je suis devenue une loque. Et je pense que ça a participé, cette histoire d'allaitement où je me disais mais c'est pas grave, c'est un temps donné, c'est pas grave. Et puis il y a tout l'aspect aussi où je me voyais plus du tout comme un être sexué parce que mon corps appartenait à mon enfant. Donc, je pouvais plus avoir de sexualité à côté avec mon mari parce que j'arrivais plus du tout à faire la différence. C'était vraiment une période hyper aliénante, en fait. La fin de l'allaitement. Enfin, après, je dis ça, j'ai vraiment vécu 4-5 mois idylliques. Et ensuite, c'est vraiment descendu petit à petit dans un truc qui ne me convenait plus et qui, du coup, me laisse un souvenir amer de mon allaitement, alors qu'en réalité, ça aurait pu, si je m'étais écoutée, ça aurait pu juste être un très beau souvenir. Sans t'oublier, t'aurais peut-être finalement voulu allaiter plus longtemps. Peut-être que j'aurais fait un allaitement enfin, mixte, peut-être, ouais, j'étais arrivée à un point de non-retour, en fait, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, je vais intégrer quelques biberons de lait en poudre et je vais continuer à allaiter, mais en fait, le moment où j'ai commencé à donner des biberons, en fait, je me suis sentie me libérer et en 2 semaines, c'était plié, il était sevré, quoi. Je l'allaitais plus. T'étais allée trop loin dans Ouais. tes retranchements. Complètement. Je m'étais oubliée complètement et à un moment, c'était juste plus possible. C'était comme une espèce d'instinct de survie comme ça, de me dire, mais en fait, là, non, c'est plus possible. Et j'ai pas lu les signes, j'ai pas voulu percevoir les signes avant-coureurs et après, c'était juste point de non-retour, quoi. Comment t'expliques que tu te sois mis des objectifs, tu vois, si haut et que tout ait été mis à mal comme ça au bout de quelques mois? Je pense que on est vraiment dans des conceptions, en fait, où la mère est intéressante aux yeux de la société à partir du moment où, voilà, elle porte l'enfant, elle va enfanter, elle va remplir son rôle reproductif. Une fois que l'enfant quitte le corps de la mère, toute la lumière se déplace sur l'enfant. Et toute la lumière se déplace sur les besoins de l'enfant. Et on oublie que la mère, elle a aussi des besoins, elle a aussi des souffrances et qu'il faut s'occuper d'elle. Presque autant que l'enfant, en fait. Enfin, c'est le support. Enfin, si la mère n'est pas bien, l'enfant peut pas être complètement bien, ou en tout cas pas sur le long terme, parce qu'on peut pas s'oublier pendant des années, puis sans que ça ait des conséquences sur la relation avec l'enfant, sur l'évolution, le développement de l'enfant, sur la relation de couple, enfin, toute la cellule familiale. Et c'est vrai que je pense que cette histoire d'allaitement aussi, ça peut participer à cette idée que, alors attention, hein, je suis pas du tout anti-allaitement, c'est pas du tout l'idée. Non, on l'a bien compris, t'es même plutôt pro, mais tu t'es fait surprendre. Mais c'est juste que il peut y avoir, et en même temps c'est intéressant parce qu'il y a aussi il y a des injonctions qui vont aussi dans des sens contraires, mais il y a toujours en fait cette idée que il faudrait que la mère en fait donne tout et soit sacrificielle.
Et ça tient à l'allaitement comme à plein d'autres choses, hein, comme à celle qui doit être en charge d'à peu près tout ce qui concerne le maternage, celle qui doit mettre en parenthèse sa carrière, celle qui, enfin, voilà, c'est la mère qui est cette parente référence. Bon, alors pour l'allaitement, c'est vrai qu'il y a pas, c'est la mère qui allaite et pas le père de toute façon. Mais ça participe quand même à une espèce d'une approche générale où la mère est quand même celle qui doit s'oublier et c'est normal. C'est-à-dire, on va pas la féliciter pour les sacrifices qu'elle fait, c'est juste normal. On va lui dire de temps en temps une petite tape dans le dos, ah bah t'es forte, t'es courageuse, t'es mon héros, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'aide structurelle qui est mise en place pour soutenir vraiment les mères. Et en fait, l'allaitement, c'est une chose, mais je pense que ce qui a joué aussi avec mon burn-out autour de l'allaitement, c'est la charge que j'avais de maternage autour du petit, mais qui était généralisée en fait. C'était pas que l'allaitement. Et c'est peut-être quelque chose qui s'ajoute. L'allaitement n'est qu'un de ses paramètres. Tout à fait, c'est le fait que c'est moi qui étais en congé, que mon mari est retourné bosser, que j'étais avec mon fils 24 heures sur 24, que j'ai fait une dépression, que c'est super pesant, que la vie, enfin, il y a plus de, voilà, il dort pas, il dort de façon complètement fractionnée. T'as l'impression que c'est une longue journée étendue les mois qui suivent l'accouchement. Alors, enfin, c'est juste éreintant et le fait de mettre comme ça, mis des espèces d'objectifs qui sont intenables en fait au long terme, mais sur tous les plans. C'était pas que sur l'allaitement. Je me disais, faut que j'achète les meilleurs jouets pour sa stimulation. Je lisais des tas de livres sur le développement des enfants, enfin, c'était juste que j'avais la charge globale de tout ce qui entourait mon fils et du coup, j'ai pas pu bien vivre, je pense, l'allaitement exclusif parce que y a trop de choses qui s'additionnent en fait. À quel moment t'as senti que ça basculait? Alors l'allaitement, on a compris, ça s'est installé tout doucement et tu t'es dit, bon, je le regardais moins, etc. À quel moment tu t'es dit, en fait, le problème, c'est moi qui vais pas bien et une des solutions pour me sortir de ça, c'est d'oublier ces objectifs que je m'étais fixés? En fait, je me le suis jamais dit en ces termes. Je me suis jamais dit à un moment, là, je suis pas bien, il faut que j'arrête. C'est juste qu'à un moment, ça s'est imposé à moi parce que c'était physique. C'était pas quelque chose que j'ai rationalisé. C'était juste que physiquement, je ne pouvais plus. Et c'est ce moment, en fait, c'est la fois où j'ai vraiment eu cette espèce d'impulsion comme ça, où j'avais envie de le prendre et de le pousser de mon sein, mais presque avec force, quoi. C'était vraiment une envie comme ça mais lâche-moi, je ne veux pas que tu me touches. Et c'est cette espèce de truc super épidermique qui m'a fait réaliser que là, c'est plus possible, quoi. Là, c'était juste impossible. Mais j'ai pas eu de moment où je me suis dit, là, faut que j'arrête. Au contraire, même, il y a eu pas mal de fois où c'était toujours ma mère ou ma belle-mère qui faisait des réflexions sur le fait que tu devrais quand même introduire, parce que c'est tout le temps, ça m'énervait tellement que c'était presque même pour un peu les faire taire que j'ai voulu prolonger l'allaitement parfois. C'était même pas par rapport à des raisons qui me concernent ou qui concernent le petit. Parfois, c'était juste pour faire taire mon entourage qui ne comprenait pas que j'allaite aussi longtemps. Et ça m'agaçait et je disais, bah non, mais vous allez voir, je vais encore continuer juste parce que vous m'emmerdez avec ça. Et c'était, mais oui, c'est quand même Comme un défi. Comme un défi. Et en fait, en plus, il sortait que des bêtises. Enfin, oui, le lait en poudre, c'est plus consistant, ça va le faire dormir mieux. Enfin, toutes ces conneries complètement fausses. Ouais. Il y a rien de mieux que le lait maternel. Enfin, mais voilà, c'était un peu ces clichés-là. Et donc, je pense que, ouais, par fierté aussi. Enfin, il y a plein de choses, c'est multifactoriel, hein, mais ça jouait aussi dans mon envie de poursuivre. Et je me rappelle, j'étais partie au mariage de ma cousine. Moi, j'habite à Tel Aviv et je suis partie à son mariage en France. Et j'avais laissé du coup le petit tout seul. Il avait 6 mois et quelques, donc je l'allaitais encore exclusivement. Et j'avais un stock de lait que je tirais dans le réfrigérateur, enfin dans le congélateur. J'étais super fière de mon stock. Tous les jours, je le regardais. C'est comme une petite fourmi qui faisait ses provisions. et, et je suis rentrée et le stock était vide en 4 jours, quoi. Enfin, il avait tout dégommé. Donc, bien sûr, j'étais dégoûtée. Il avait pris 5 kilos. Franchement, il avait bien gonflé et tout. J'ai dit, attends, vous l'avez bien gavé. Je dis, non, mais il avait soif. Non, mais ils l'ont complètement gavé, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'au biberon, ça va plus vite qu'au sein. Il y a moins d'efforts à fournir, donc il s'est fait plaisir. T'as vu tes heures de tire-lait défiler devant tes yeux, genre... Non, mais c'est horrible. C'est tellement de travail, c'est tellement dur. C'est de la sueur, quoi. Enfin, tirer le lait, c'est vraiment pas non plus le truc le plus agréable qui soit. Et quand je suis rentrée, que j'ai vu que mon stock était vide, je me suis dit aussi, ok, donc maintenant j'arrête parce que j'ai mis le tire-lait au placard, je ne veux plus le voir. C'est un engin de torture, ce truc-là.
Et je le déteste. Enfin, rien que j'ai le son, en parlant du tire-lait, j'ai le son de succion là dans la tête. Oui. C'est l'horreur. Cette douce musique quand t'es devant la télé avec ton mec. Ah ouais, oh là là, non mais pour moi c'est un son de film d'horreur maintenant. Je peux pas, j'en peux plus. J'ai un autre enfant, je pourrais jamais le ressortir cette machine, je sais pas. Mais Ou en mais du coup, silencieux, en tout cas. je sais pas si ça existe, hein, ou peut-être en manuel. Je sais pas, mais on va proposer ça aux marques. Ah On ouais, leur demander de sortir un truc de l'espace, là, un truc de la NASA silencieux, quoi. ouais. Mais du coup, ça m'a aussi poussé un peu à. Enfin, c'était une des étapes où je me suis dit, bon, à un moment, il va falloir que j'arrête d'allaiter, je sais pas quand. Mais le fait que j'ai plus de stock aussi, ça m'a un peu mis sur le chemin de. À un moment, je vais arrêter, quoi. Mais je savais pas trop quand encore. Mais c'était. Encore une fois, j'ai jamais vraiment verbalisé. C'était un truc, une réaction physique à un moment super forte qui m'a fait me dire, ah, c'est bon, là, je peux plus. Ouais. Point de non-retour, c'est ton corps qui t'a dit, écoute, là, en fait, stop, ça suffit. Fin de l'histoire, on n'y arrive plus. Mais c'est souvent comme ça, c'est que il y a des signaux qu'on ne veut pas lire, qu'on a du mal à lire, et c'était pareil pour la dépression postpartum. Et j'ai eu plein de signaux avant-coureurs et je les ai pas vus jusqu'à ce que en fait tu puisses même plus fonctionner. Et c'est vraiment le moment où le corps il te dit bah voilà tu t'as ignoré pendant des semaines, des mois, bah là t'as plus le choix quoi. Ouais. En tout cas, toi, une des solutions, ça a été d'arrêter cet allaitement. Ouais. Quand t'as arrêté, ça a été compliqué pour ton loulou. Non, il avait 9 mois, hein, c'est ça? Il avait 8 mois et quelques, 8 mois plutôt. Ça s'est fait facilement. Je pensais que ce serait plus compliqué, que peut-être qu'il aurait des réticences ou mais en fait, il prenait déjà le biberon avec mon lait de temps en temps, donc il connaissait il était habitué à la tétine et ça s'est fait facilement. Il y a pas eu de souci avec ou le goût, la texture, ou je sais pas. En tout cas, il a pris le lait chimique facilement. Et moi, franchement, psychologiquement, c'était le jour et la nuit, quoi. C'était un peu une résurrection, quoi. Ça t'a J'étais soulagé. Ah ouais. Non mais vraiment, c'est plus qu'un soulagement, ça m'a libérée parce que en fait, même quand je le voyais boire le lait, puis en plus il prenait la bouteille dans les mains. Enfin, c'était comme une espèce de petite indépendance quelque part. C'était un peu aussi moi le début de ma prise de distance par rapport à lui, dont j'avais vraiment besoin en fait prise de distance relative, hein, puisque il reste quand même très Mhm. dépendant. Mais commencer à retrouver mon corps, c'était le chemin pour commencer à me retrouver moi, un peu mes désirs à moi, déconnecter de lui et par exemple, j'ai commencé à faire des week-ends sans lui, chose que j'avais jamais fait, enfin, ou une fois pour le mariage de ma cousine avant. J'ai commencé à ressortir, à voir des amis, à ressortir, boire des verres. Enfin, ça a été un moment, en fait, qui m'a un peu relancé dans ma vie à moi, De femme. déconnectée de mon fils, ouais, de femme, et de copine, et de maman, et d'amante, et de plein de choses, quoi. C'était vraiment quelque chose ça a marqué la fin d'une ère, mais j'en avais besoin. C'était vraiment pas, Ok. avec aucune tristesse ou nostalgie. Mm. Bah, c'est bien parfois aussi. Il faut que ce soit pour du bon, l'arrêt. Bien sûr, bien sûr. Mm. Donc, on a cru comprendre que ton entourage n'était pas très conciliant avec l'allaitement. Comment Non. ça s'est passé du coup au moment où tu as sevré? Est-ce que les réactions ont été aussi vives dans l'autre sens? Ah, de toute façon, ils sont tout le temps, quoi qu'il arrive, ils vont t'emmerder. C'est juste, après, en fait, pour ma mère, moi, je viens d'une famille juive traditionnelle. Je sais pas si c'est pareil partout, mais ils sont obsédés par la nourriture. Ils sont obsédés il faut absolument, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et encore aujourd'hui, mon fils a 3 ans, quoi qu'il arrive, quand il est avec sa grand-mère, elle lui propose à manger toutes les 3 minutes. C'est quelque chose de C'est de la folie. Enfin, est-ce que t'as faim? Je te prépare un truc à n'importe quelle heure de la journée. Il y a aucune règle de, ok, bon, il y a quand même des heures de repas. On n'est pas obligé de manger tout le temps. Et donc, enfin, ça se prolongeait dans cette histoire de lait. Et puis, le fait que, bah, il a toujours eu des soucis pour dormir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il voulait absolument que je donne du lait en poudre, que je donne du lait avec des céréales pour le caler la nuit. J'ai jamais voulu donner ça. Enfin, c'était tout le temps cette histoire d'il faut le gaver. Il Il pensait faut qu'il le, avait faim en permanence. oui, dès qu'il pleurait. Ah oui, non, ça, c'était le truc qui me m'horripilait, c'est dès qu'il pleurait, un enfant peut pleurer pour autre chose que de la faim, c'était il a faim. Tu, il a faim, t'as encore assez de lait, enfin c'est truc hyper culpabilisateur, peut-être que t'as pas assez de lait, peut-être que, je sais très bien, enfin j'ai Peut-être que ton lait, allaité. il est pas assez nourrissant. Ah oui, c'est pas assez nourrissant, bien sûr, non mais n'importe quoi. Enfin je connais mon corps, je sais exactement
quand il boit, combien il boit. Enfin, j'entends à la succion. Enfin, j'étais devenue experte de mon enfant et de mon allaitement. Et c'était tout le temps ces réflexions-là. Et c'était super culpabilisant et super rageant. Enfin, vraiment, j'ai eu des crises de nerfs, quoi, avec ma mère. Ma belle-mère se permettait un peu moins parce que, bon, voilà, c'est pas ma mère. Mais elle se permettait de faire quelques réflexions de temps en temps. Et j'avais un peu moins de marge pour crier parce que c'est pas ma mère. Donc, il y a moins de... C'est plus compliqué, mais je disais à mon mari, tu calmes ta mère parce qu'en fait, à un moment, je vais exploser, ça va, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas du tout envie de rentrer en conflit avec elle parce que je l'adore à côté de ça, mais c'est vrai que l'allaitement, ça a été un sujet super intrusif et ça a été vraiment, ouais, l'allaitement, ça a été vraiment un sujet, un espèce de nœud comme ça de tout le monde, bon, tout le monde a son mot à dire sur à peu près tout, mais l'allaitement, c'était quand même très particulier, j'ai trouvé. Peut-être parce que oui, elle a pas, ma mère et ma belle-mère n'ont pas allaité. Donc je crois elles ont pas de modèle auquel se raccrocher, elles se rendent pas vraiment compte de ce que ça représente. Elles ont jamais, en fait, même, j'aurais bien voulu aussi qu'on me dise, alors c'est pas pour avoir une médaille ou quoi, mais de me dire, ouais, je suis fière de toi, que t'es allaitée, que t'es tenue, que t'aies voulu faire ça pour ton enfant et tout. Et en fait, elles m'ont jamais vraiment soutenue là-dedans. Pour elles, c'était juste un choix lambda. Et au contraire, c'était même plutôt, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça aussi longtemps? Qu'est-ce que tu t'emmerdes, quoi? C'était un peu ça la vision. Ouais. Et puis en plus, elle pouvait pas donner de biberon toutes les 3 minutes. Non. C'était avec que toi qui pouvais gérer la nourriture, c'est quand même dépossession totale. Ah oui, non, ça, pour elle, ça devait être très dur à vivre. Aujourd'hui, c'est différent. Elle peut lui donner des gâteaux toutes les 3 minutes quand j'ai le dos tourné. Et ton conjoint? Euh, Mon conjoint, il a toujours été, franchement, il a été assez top sur ces questions-là. Maintenant, j'ai toujours voulu garder la face, même vis-à-vis de lui, ce qui est un peu bête, mais c'est vrai que je lui ai pas fait part en fait de mes difficultés. Quand ça a commencé à être dur, j'ai voulu en fait montrer que j'étais forte même auprès de lui. J'en ai pas T'étais parlé. toujours dans tes objectifs, quoi. Tu t'étais fixé que voilà, c'était maternage proximal, allaitement, et tu t'étais mise dans une configuration dont tu pouvais pas sortir, Ouais, même auprès de ton mari. complètement. Et puis je crois que il a non, je le cachais quand même assez bien, mais de la même manière que je cachais des moments où par exemple j'allais vraiment pleurer pendant des longues minutes ou des crises de larmes parce que j'étais super mal. Je le faisais en cachette. Enfin, j'ai pas pleuré, je pleurais pas devant lui, je le faisais sous la douche. Enfin, j'ai quand même gardé, enfin, ce qui en fait, mais terrible quand j'y repense de rester seule comme ça dans cette souffrance et dans ces non-dits et de tout garder en me disant, enfin, je voulais juste en fait correspondre à cette image de mère super forte. Parfaite. Ouais, et puis pour moi, toutes les mères étaient comme ça en fait. Toutes les mères étaient juste enfin cette histoire de maternage proximal, de toujours faire passer les besoins de l'enfant avant les siens et puis mais avec dignité, avec ça sans jamais se plaindre, sans jamais dire que c'est dur. Et j'avais cette fausse, en fait c'est complètement faux, hein, c'est une image complètement biaisée, en fait personne n'est comme ça, mais Mm. on a l'impression que c'est le cas parce que pas grand monde parle des difficultés, donc on n'a pas beaucoup de représentations auxquelles se rattacher pour un petit peu évoquer l'ambivalence de la maternité, ce qui est plus dur, ce qui est plus sombre. Et du coup, ouais, je gardais tout pour moi. Et en fait, c'est assez terrible, quoi, parce que tu te sens super seule. Et lui a pas vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Bah, juste sur la fin, en fait, quand je pouvais plus cacher, en fait, quand j'ai voulu arrêter, enfin, à un moment donné, tu peux plus cacher à personne et ça explose. Mais ouais, t'as pas vraiment suivi l'évolution et c'est un peu choquant du coup pour la personne qui se dit mais waouh, mais j'ai pas réalisé que t'allais aussi mal en fait. Ouais, il débarque au moment où toi tu décompenses. Exactement. Ouais. Mm. Une fois que l'allaitement a été arrêté, t'as été vite mieux. Tu disais ça a été une soupape pour toi d'arrêter ça. Ouais, ça c'était, mais vraiment je l'ai ressenti, mais c'était instantané. Je me rappelle vraiment de le regarder prendre son biberon et de me dire waouh, mais pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt en fait? Je savais que j'aurais dû arrêter quand j'ai eu les premières émotions négatives où je me suis dit mais là en fait je suis fatiguée, j'en ai marre de que ce soit moi qui me lève, j'en ai marre, enfin genre j'arrive plus. Je me sens vampirisée quoi. C'était comme une espèce de petite bestiole à un moment. Enfin, je sentais vraiment que qui me prenait mon énergie vitale en fait. C'était quelque chose Mhm. de super négatif. Et dès que j'ai commencé à avoir
des émotions de ce type-là, j'aurais dû me dire, ok, là, c'est le moment peut-être de faire du mixte, c'est le moment peut-être de, je sais pas, ouais, et j'ai pas du tout. Puis après, il y a des mois qui sont passés, puis à la fin, c'était. Mais ouais, du coup, quand j'ai arrêté, ça a été immédiat le sentiment de souffler, quoi. Ouais, et puis quand on va pas bien, c'est pas évident non plus de mettre le doigt sur les différentes choses qui font qu'on va pas bien. Pour toi, Ouais. l'allaitement n'était pas le problème au démarrage. Oui, 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 complètement, puisqu'en plus j'avais vraiment pris du plaisir à l'allaitement, donc c'est dur de se rendre compte à un moment il y a une transition et ça change de nature. C'est pas toujours évident d'analyser ça. Ouais, sur le coup en tout cas. Cette expérience d'allaitement, Ilana, est-ce qu'elle a eu un impact dans ta vie personnelle, professionnelle, dans les idées que tu véhicules aujourd'hui? Pour ma vie professionnelle, pas vraiment parce que d'ailleurs je suis toujours en doctorat, j'étais en doctorat et j'avais fait une année de césure. Donc j'ai pas eu de problématique de aller au boulot, tirer au boulot, est-ce qu'il y a des endroits où je peux tirer mon lait, etc. J'ai pas eu ça et en fait il est rentré à la crèche quand il avait près d'un an. Donc il n'y a pas eu non plus de je dois ramener du lait à la crèche ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça a Ouais, été tout s'est passé quand vous étiez tous les deux tout le temps ensemble. ouais, ouais. Donc j'ai pas vraiment eu à m'adapter à une situation extérieure à notre maison. Donc ça, c'était déjà ça. Mais je pense que cette expérience de l'allaitement a aussi pavé le chemin vers mon militantisme de mère, en fait, parce que moi, je suis militante féministe, mais je suis vraiment dans cette case aussi de personnes qui sont rentrées dans le féminisme par la maternité, où on se rend un peu compte de toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes au moment où on devient mère, où ça devient vraiment, où ça se cristallise et ça devient super fort et on les ressent à fond et où les inégalités en termes de parentalité, etc. sont vraiment fortes et du coup on peut plus les ignorer du tout et c'est vraiment la maternité qui m'a fait rentrer complètement dans le féminisme et je pense que cette expérience de l'allaitement, ça recouvre beaucoup de choses en fait ouais sur ce qu'on attend des mères sur les rôles qui nous sont assignés de sacrifice de don de soi etc donc je pense qu'effectivement ça a dû vraiment aussi me donner beaucoup d'eau à mon moulin d'activiste en ouais, cette Ça expérience a là tamponné des idées qui étaient déjà présentes, mais ça les a fait surgir au ouais grand jour. ouais. Mhm. On en profite pour que tu nous parles 2 secondes de ton compte, justement. Ouais, ben c'est un compte, alors c'est mon nom, c'est Ilana Weisman. C'est un compte militant, donc je produis du contenu un petit peu au fil de l'eau, enfin en fonction de l'actualité ou des sujets qui me tiennent à cœur. Donc il y a pas mal de contenu sur les questions de maternité. Moi j'étais rentrée un peu sur la scène féministe au moment de la campagne Mon Postpartum, où c'était le hashtag qui date de février dernier et qui avait vraiment, enfin qui avait fait grand bruit, qui avait un peu agrégé des témoignages de femmes qui ont vécu un postpartum, que ce soit, enfin il y avait des femmes qui le vivaient en ce moment, des femmes qui l'avaient vécu 10, 20, 30 ans auparavant, donc c'était une grande prise de parole, enfin, super intéressant à voir. Ouais, Et c'était donc incroyable. ouais, c'était super chouette, enfin vraiment il y avait c'était hyper thérapeutique quoi. Quand on l'a lancé avec mes 3 copines militantes, on avait vraiment l'impression de faire une thérapie de groupe, quoi. On pleurait, on lisait les tweets, on s'échangeait des messages, en fait, on était là en train de revivre notre propre postpartum qui datait pour chacune de pas très loin, parce qu'on a toutes des enfants en bas âge. Et c'était comme, en fait, conscientiser un postpartum qu'on s'était pas autorisé, en fait, à mettre en mots, parce que, encore une fois, tout ce qui concerne les difficultés qui touchent à la maternité, personne ne veut les entendre, personne ne veut nous écouter. Donc, enfin, on se censure aussi, donc on s'était auto-censuré aussi. Et de voir tous ces témoignages et de parler de notre postpartum à nous, c'était super libérateur, c'était trop trop bon. Et et puis, bah, je peux peut-être j'ai écrit un essai. Je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai écrit un essai sur cette question-là qui va paraître mi-janvier. Ah, Ouais. Et on j'en attendra ai ça alors. Ouais, j'ai pas encore annoncé sur mes réseaux, mais je vais pas tarder à le faire. Mais ouais, sur la question, enfin vraiment le postpartum sous l'angle politique, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation-là où les mères sont quand même vraiment laissées à l'abandon. Tout à fait. Ouais. Et donc voilà, donc c'est un compte militant et je parle de questions de maternité, mais pas uniquement. Je parle aussi de lutte antiraciste et plein de choses.
Tu milites pour les femmes en général, oui, c'est vrai, pour les non-discriminations. Mais voilà, tout ça, c'est ta maternité qui l'a réveillé. Ouais, ou qu'il l'a en tout cas, je sais pas si c'est réveillé, mais qu'il l'a vraiment renforcé et ouais, poussé plus loin et plus, enfin bon, voilà, ouais, c'est quelque chose qui a vraiment précipité les choses pour moi, quoi. Ok. Mm. Tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter ou qui se demande si elle va allaiter qu'est-ce que tu leur dirais? Ce serait quoi tes meilleurs conseils? Moi, du coup, à l'aune de mon expérience personnelle, de pas se mettre de pression, de pas. Il y a beaucoup, en termes de maternité, on idéalise beaucoup de choses, on projette avant même de vivre les expériences. Et ça, c'est une erreur. C'est humain aussi, hein, enfin, c'est compréhensible, mais je pense qu'il faut essayer au maximum de se dire, ok, de prendre les informations en amont, de s'informer. Faut pas arriver en n'étant pas informé. C'est hyper important d'avoir des connaissances sur ce qui peut se produire, ce qui peut ne pas se produire, mais en tout cas avoir des connaissances générales et de se faire une idée de ce qu'on aimerait idéalement, mais de pas se bloquer en fait sur certaines choses. Tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir. Tu peux pas savoir si tu auras envie de faire du cododo ou pas, si tu auras envie. C'est une dynamique avec l'enfant aussi. Enfin, il y a plein de facteurs que tu ne peux pas en fait anticiper. Et si tu te mets des objectifs que tu ne vas pas être capable de tenir pour multiples raisons, bah tu vas te sentir défaillante. Donc c'est bête de commencer avec des objectifs qui soient super comment est-ce qu'on dit ça, enfin qui soient élevés ou non en fait. Juste arriver avec les connaissances, se renseigner, etc. Mais avec beaucoup de douceur, de douceur et de bienveillance envers soi-même. Donc se dire qu'on va vivre la chose, on fera ce qu'on pourra faire. Si c'est important pour la personne d'allaiter, ben qu'elle soit bien entourée, qu'elle voit une conseillère une consultante en lactation, qu'elle puisse aussi se renseigner. Moi, j'avais été faire des réunions de la Leche League à Tel Aviv, ça m'avait vachement aidé parce qu'elles étaient super bienveillantes. Elles étaient à l'écoute quand on avait des questions, on avait un groupe en commun, donc trouver un peu des connexions, mais ne pas se mettre la pression sur je veux allaiter tant de temps, exclusivement pendant tant de temps, etc. Voir comment ça se passe. Et puis parfois on est surprise, parfois on se dit je vais allaiter 2-3 mois et puis on finit par allaiter pendant 2 ans. Enfin, il y a plein de Tout choses à qu'on fait. peut pas anticiper en fait. Donc, soyez bienveillante avec vous-même. Voilà. Ouais. Je leur dirais renseignez-vous, entourez-vous et après laissez-vous porter, écoutez-vous. Ouais, écoutez-vous, écoutez votre bébé. Écoutez-vous beaucoup aussi, pas que le bébé. Ok. Parce que toi, tu as la sensation d'avoir écouté que ton bébé à un moment et de t'être perdu là-dedans. Et en plus, que je pense même pas que mon bébé, en fait, ça change grand-chose. Ça aurait pas changé grand-chose que je l'allaite 2 mois de moins et qu'il ait une maman qui soit plus en phase avec elle-même. Au contraire. Donc, en fait, j'ai écouté des injonctions au-dessus de ma tête qui n'avaient aucun rapport avec ma réalité, en fait. Et Ouais. c'était vraiment une erreur. Ouais. Ok. Est-ce que tu voudrais nous dire autre chose qu'on aurait oublié, pas mentionné Ouais, peut-être un truc que je trouve super toxique et qui arrive dans beaucoup de domaines qui concernent la maternité, c'est les espèces de communautés de mères qui s'attaquent entre elles. Mhm. Euh, j'ai un vrai souci. Alors, ça peut concerner l'allaitement, comme le cododo, quel type de parentage on a envie de mettre en place avec ses enfants, etc. Et il y a quand même des idéologies qui se mettent en place souvent, et on le retrouve beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai été dans beaucoup de groupes Facebook que j'ai vite quittés parce que je me suis rendu compte que c'était il y a vraiment des discours qui sont assez totalitaires sur ok, c'est comme ça et pas autrement. Si tu fais autrement, t'es presque maltraitante quasiment. Enfin, c'est assez fou en fait, je trouve. Mhm. Et jusqu'où ça peut aller en fait dans la polarisation et juste de se dire que si tu es une mère aimante, que tu fais ton maximum dans la limite de tes capacités, de tes potentialités, de ta réserve émotionnelle, que tu n'es pas maltraitante évidemment, peu importe la méthode que tu emploies, peu importe la pratique que tu vas employer, tu es une bonne mère. Enfin, le fait qu'en fait des mères s'attaquent entre elles alors qu'on a déjà énormément d'injonctions sociétales, culturelles, ça ajoute tellement de violence et tellement de culpabilité à tout ça que, enfin, ce serait vraiment chouette si on arrivait un peu à être bienveillante en fait à l'intérieur même du groupe des mères, quoi. Ça, c'est un truc Ouais. ouais, c'est quelque C'est vrai que chose. ce serait pas mal et je trouve comme toi que l'allaitement pâtit un peu de ce genre de choses, souvent.
Ouais, complètement. Je l'ai beaucoup, beaucoup vu, même dans des groupes de jeunes mamans. Enfin, et c'est vrai que l'allaitement, c'est un sujet électrique, hein. Il Ça y a vraiment déchaîne les des, passions. ah ouais, il y a énormément de, ouais, ça peut vraiment créer des échanges super polarisés, super violents. C'est assez fou, ouais. Comment tu l'expliques, toi, que ça déclenche des Euh, échanges violents comme ça parfois, ou un peu parfois dénués de bienveillance? Bah, je pense que malheureusement, alors là, je prends trois pas, je recule un petit peu, mais dans enfin, la façon dont notre société est bâtie, on est dans une société patriarcale qui a accordé un terrain bien spécifique aux femmes, qui est la reproduction, la maternité, le maternage. Donc, dans ce terrain qui nous a été alloué, qui est notre seul terrain de pouvoir, entre guillemets, là où on est maîtresse du jeu, il y a un peu une espèce de compétition maternelle qui se met en place entre les femmes qui veulent répondre finalement à ce qui est ou non attendu d'elles. Donc il y a celles qui vont transgresser, qui vont être tout de suite remises dans le droit chemin si tu ne réponds pas à en fait, ce qui est attendu de toi dans ton rôle genré de femme. Et du coup, il y a souvent, malheureusement, beaucoup de femmes et c'est humain, enfin je leur jette même pas la pierre parce que c'est hyper humain, qui ont un peu intériorisé ces normes-là et qui vont les appliquer à d'autres femmes, qui vont dire mais toi t'es pas une bonne mère, par exemple, si tu n'allaites pas. Enfin, ou si tu ne fais même pas le choix d'essayer d'allaiter, bah, pourquoi, enfin, c'est le meilleur pour ton enfant, etc. Il y a des femmes qui, pour des raisons qui leur sont propres, des histoires personnelles, en fait, n'envisagent pas du tout l'allaitement. Et je veux dire, elles sont pas des moins bonnes mères pour autant. Donc c'est vrai que tu as beaucoup de choses comme ça où tu peux être jugé très rapidement pour des choix en termes de maternage ou pas seulement allaitement. Hein. Il y a vraiment plein, plein, plein de pans. Et je pense que c'est parce qu'on est mis en compétition dans un système patriarcal. Ouais. C'est mon analyse. Ouais. Ouais. Et l'allaitement par l'aspect et physique qu'il génère et par l'aspect enfin, nourriture. Enfin, profondément nourrir son enfant, c'est quand même un des trucs les plus basiques, quoi. Ouais, Euh, D'où le fait que ce soit le bouton sur lequel appuyer assez facilement. complètement. Ok, Ilana. Avant qu'on se quitte, est-ce Mhm. que tu veux bien répondre à mon interview Fast Milk? Bien sûr. Ilana, quelle est ta tétée la plus insolite? J'en ai plusieurs, mais j'ai quand même la première qui m'est venue à l'esprit, c'était sur l'autoroute et je sais pas si c'est comme ça avec tous les bébés, mais quand mon fils en fait passait de 1 à 1000 en l'espace d'un millième de seconde quand il avait faim, c'est-à-dire qu'il y avait aucun signe, pas vraiment de signe avant-coureur et d'un coup il a faim et s'il a pas le sein dans la bouche à la seconde, c'était mais des hurlements, mais et en plus moi je ne supporte pas ces pleurs, enfin c'est un truc, je veux que ça s'arrête immédiatement et donc j'ai fait une tétée, il était dans le siège bébé et je me suis en fait, j'étais dans le siège avant, donc en fait j'ai fait basculer tout mon corps pour l'allaiter en fait au-dessus du siège bébé depuis le siège avant et je me suis broyée de dos. Mais voilà, je l'ai allaité comme ça sur l'autoroute, enfin c'était n'importe quoi. Et en plus, Mais t'es pas allé chez l'ostéo derrière parce que tu pensais pas à toi. non, donc, ouais. Ah non, mais de toute façon mon Bravo. corps c'était mais en vrac totalement, tout, Mm. absolument tout mon Ton corps. corps, il était là pour porter ta tête, c'est ça? C'est déjà ça, ouais. Et Et nourrir ton s'occuper fils. et nourrir mon fils et bercer mon fils et nourrir mon fils, ouais. C'était une tétée acrobatique, ouais. Ok. Le truc le plus glamour, Ilana, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Alors, il y avait écrit ironique ou pas, parce que j'ai pas vraiment de trucs Ouais. super glamour, donc je vais prendre la carte ironie. Euh, Bah, du mariage de ma cousine, donc j'avais pour la première fois laissé mon fils tout seul, qui était encore allaité exclusivement pendant un week-end. Et Ouais. j'étais à l'aéroport et j'ai pas du tout en fait anticipé le fait que bon, il faut que je tire mon lait évidemment toutes les 2-3 heures, donc j'ai pas arrêté pendant tout le week-end de devoir aller tirer mon lait. J'avais un tire-lait électrique et j'étais à l'aéroport et je me rends compte en fait que j'ai besoin d'une prise pour tirer mon lait. Et Mhm. il y a pas de prise, donc je savais pas quoi faire. Je regardais dans les toilettes, est-ce qu'il y a une prise, est-ce qu'il y a de l'électricité. J'ai trouvé nulle part où aller. Et en Ouais. fait, j'ai fini par demander à un restaurant, enfin un des restaurants qui sont dans l'aéroport, est-ce qu'ils ont une prise quelque part. Et en fait, on m'a mise derrière une espèce de
petits rideaux où j'étais sur des espèces de cajots en train de tirer mon lait, en train de tirer mon lait au milieu de l'aéroport avec un mec, enfin qui avait été hyper sympa. Il avait pas le droit, il était pas autorisé à me laisser faire ça. C'était un mec jeune, il devait avoir 20 ans. Enfin, c'était une espèce de fast-food et il m'a laissé faire ça dans un coin. Et puis de temps en temps, il disait vous avez fini, mais sans oser bouger le rideau parce qu'il avait honte. Enfin, il voulait pas. Je fais non, oui, bientôt. Enfin, donc c'était les aléas techniques de fou quand j'avais les seins qui allaient exploser. Je peux pas rentrer dans l'avion comme ça. Je vais faire une mastite. Donc, donc c'était Tu t'es pas fait un petit selfie à nous donner pour la couverture du, Bah, du podcast? je pense que j'en ai un, figure-toi. Je vais regarder parce que ça m'étonnerait pas que j'en ai un. Je crois que je me suis prise en photo, ouais. Ok. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Je sais pas si elle a un nom, mais moi j'aime vraiment sur le côté. En fait, c'était la nuit quand on était en cododo et au tout début, je me rappelle que on avait acheté un fauteuil spécifique pour l'allaitement avec un repose-pied, etc. Donc je me levais, mais en fait très très rapidement, se lever 3, 4, 5 fois par nuit, c'est pas possible, même le temps de quelques minutes. Donc c'était vraiment la position. En fait, j'ai qu'à me mettre sur le côté, le tirer un peu vers moi et bam, voilà, ça s'emboîte et la position confort et voilà, et en fait, on se rendort comme ça et ainsi de suite, quoi. Quand il se réveille, à la limite, à un moment, je me réveillais même plus, c'est lui qui allait juste choper mon sein, il savait où le trouver, il était près de moi. Et c'est le plus tendre et le plus animal comme ça. Enfin, j'aimais bien cette position. Ok. Ouais. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu dirais quoi alors? En un mot, je dirais ambivalent, puisque je tombe vraiment sur Enfin, pour moi, ça a été vraiment un mix de quelque chose de très jouissif, en tout cas dans les débuts, et ensuite quelque chose de très aliénant. Et je pense que et vraiment pour moi c'est une métaphore un peu de la maternité dans son ensemble. Il y a des moments où enfin c'est des nuances d'amour qui sont enfin inégalées. Enfin il y a nulle part ailleurs où je peux trouver l'amour que j'ai pour mon fils. Ou les moments de bonheur à le voir juste heureux ou rigoler. Enfin personne au monde peut déclencher ces émotions-là chez moi à part lui. Et des moments où je me sens prisonnière en fait, où je me sens dépossédée de qui je suis, de plus savoir exactement qui je suis, sans rapport avec lui. Et donc, c'est cette ambivalence constante, en fait, entre le plaisir, le bonheur et l'aliénation. Ouais. Ouais. C'est la sensation de la maternité en général, mais c'était poussé à son paroxysme À l'allaitement. rapport Ouais, à l'allaitement. ouais c'est ça. Ok. Ilana, tu vas mieux aujourd'hui. Ta dépression du postpartum est terminée. Oui. Oui, oui. Un petit conseil à des mamans qui se sentiraient pas bien en postpartum, du coup, ce serait quoi? Ce serait de se faire accompagner? Ben, en fait, ce que je dis, c'est que il y a des conseils à donner, mais il y a aussi un système qui fait que c'est difficile de vraiment s'en sortir, dans le sens où on n'a pas de congés parentaux égalitaires, donc très souvent c'est la mère qui prend en charge le gros du maternage et voilà de s'occuper de l'enfant. Donc c'est vrai que c'est difficile de pas se sentir submergé à certains moments. Et il n'y a pas non plus de politique de santé publique très appuyée pour vraiment suivre les mères en postpartum non plus. Donc, disons que le système n'est pas fait pour nous aider. Mais s'il fallait penser à quand même des solutions individuelles, ce serait au maximum de parler de ce qu'on ressent. Ça, c'est vraiment un truc qui... Et je comprends pourquoi j'en ai pas parlé, mais avec le recul, c'est la première chose que j'ai envie de dire aux mamans qui se sentent isolées, qui se sentent défaillantes. Vraiment, enfin, vous êtes tellement, mais c'est tellement commun en fait. Vous n'êtes pas toute seule du tout. Toutes les mères passent par là et vraiment parlez-en ou à votre conjoint ou à quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance, avec qui vous sentez que vous pouvez parler. Des amis, aussi des associations, des groupes de parole, parents et féministes. L'association Parents et Féministes a créé des groupes de parole pour les mamans et leur entourage. Il y a Maman Blues, il y a des comptes Instagram, des podcasts, voilà, il y a plein de ressources en ligne aussi pour se sentir un peu moins seul. Et ouais, vraiment parler et essayer de décharger un peu aussi les tâches avec le conjoint, quand c'est possible évidemment, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Ouais, donc restez pas seul parce qu'en fait vous n'êtes pas seul. C'est ça, on n'est pas seul du tout. Pas du tout. Au contraire, enfin, on est vraiment ensemble. Yes. Ok. Merci beaucoup Ilana d'avoir répondu à mes questions. Bah de rien, avec plaisir. C'était un plaisir d'écouter ton histoire. Merci Charlotte. Et puis, écoute, je te dis à très vite. Si vous voulez suivre Ilana, donc ça se passe sur son compte Ilana Weisman. Et voilà,
Ilana, quand elle parle, c'est jamais pour rien en général. Donc, si vous voulez suivre son compte, c'est toujours intéressant et ça, comment dire, ça éveille sur des points de vue. Merci. Je trouve. Voilà, à tous et à toutes, à très bientôt pour un nouvel épisode de Milkshaker. Et Ilana, je te dis à très vite. Oui, au revoir. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.